moi. Pour poursuivre, donc on a parlé des essais cliniques, ça c'est la partie curative. Évidemment, l'IA a un autre impact très fort et très transformateur sur la prévention. L'idée de cette table ronde aujourd'hui, c'est de regarder quels sont les défis et les perspectives qu'on peut envisager grâce à l'IA maintenant au regard de la prévention, que ce soit une prévention primaire, secondaire ou tertiaire. Alors, j'ai le plaisir d'accueillir 4 panélistes aujourd'hui. Je vais vous demander de vous présenter. Véronique ? Bonjour à toutes et à tous. Merci pour cette invitation. Donc, Véronique Turner, moi je suis la présidente de Numéum, qui est le syndicat patronal et la première organisation des professionnels du numérique. Et notamment, nous sommes très dynamiques sur le sujet de la santé. Merci Henri. Henri Souchet, je suis le responsable de la recherche clinique chez GE Healthcare. On fabrique beaucoup d'appareils pour l'imagerie, mais on fait aussi beaucoup de numérique. Voilà. Erin. Moi, je suis Erin Jones, je suis pharmacienne experte de santé publique à l'assurance maladie au département télésanté et innovation numérique. Stanley. Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Je suis Stanley Durleman, je suis chercheur à l'Institut du cerveau et cofondateur de la start-up Kernel. Alors, l'idée aujourd'hui était de comprendre qu'est-ce qui existait déjà basé sur l'IA pour arriver à une médecine plus préventive que curative. Véronique, je vais vous demander peut-être de faire un bref panorama un peu plus général avant de rentrer dans des exemples qui vont nous être présentés par vos collègues. Oui, peut-être en introduction, parce que comme je représente en fait une industrie en fait du numérique et notamment l'industrie du numérique en santé, peut-être dire en fait qu'aujourd'hui on est à un point certainement critique de la santé. Et qu'il faut qu'on réinvente aujourd'hui notre système de santé qui est sous tension. Vous le savez, je ne vais pas vous donner en fait tous les chiffres qui montrent que notre système de santé est en tension. Et on a des opportunités devant nous fabuleuses grâce à des outils en fait du numérique et notamment l'intelligence artificielle. Et nous, on porte une conviction forte chez Numéum et notamment les entreprises de la commission santé, c'est que le futur de la santé, c'est une santé augmentée grâce au numérique et grâce à l'intelligence artificielle. Mais cette santé augmentée, et je crois que c'est important, on va un petit peu en parler là, de l'intelligence artificielle, mais elle doit, je dirais, se penser de manière responsable. On en a fait une grande priorité chez Numéum, d'ailleurs sur tous les secteurs d'activité, pas uniquement pour la santé. C'est quoi en fait un numérique, une IA responsable? C'est une IA qui est inclusive, de confiance et qui est en soutien de l'environnement. Et l'autre point aussi qui me paraît important, c'est qu'on doit avoir une vision holistique de la santé, pas uniquement en fait. Il faut sortir chacun de nos couloirs de nage et faire jeu collectif. Et je crois que la présence de Numéum aujourd'hui ici à un salon comme celui-là, c'est ça, c'est ce jeu collectif, montrer en fait que nos entreprises, on est aussi des acteurs du parcours de santé et qu'on doit tous travailler ensemble vers ce futur de la santé augmentée. Merci. Alors, on va rentrer dans les 3 étapes. Je vous parlais de prévention primaire, secondaire et tertiaire. Au moins, en prévention primaire et l'État, puisque c'est la CNAM qui va nous proposer un exemple, s'intéresse aussi à ces problématiques. Erin, je vous propose de nous parler de ce qui est fait à la CNAM. D'accord, merci. Du coup, l'assurance maladie, comme vous le savez, propose plusieurs démarches dans le champ de la prévention, notamment en lien avec les grands déterminants de la santé qui sont la consommation de tabac et de l'alcool, l'alimentation, la santé mentale. Ça, c'est des choses plutôt établies. Mais avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, on a aussi choisi de s'emparer de ce sujet, notamment en lançant une expérimentation sur la mise à disposition d'un outil d'aide à l'interprétation des ECG pour les médecins généralistes, donc un outil basé sur l'IA. Alors pourquoi est-ce qu'on a choisi de partir sur ce type d'outil et dans ce contexte? On a voulu partir d'un besoin médical, donc qui est la sous-réalisation des ECG en médecine générale. Donc on est à la médiane de 28 ECG réalisés par an par chaque médecin généraliste, ce qui est très faible vu que l'ECG est un examen recommandé dans le dépistage et le suivi des maladies cardiovasculaires et associées. On a aujourd'hui 13 millions de patients qui sont concernés par ces maladies et 20 millions de patients sont à risque. Donc c'est pour cette raison qu'on a voulu s'emparer de ce sujet. Et un des premiers freins à la réalisation des ECG par les médecins généralistes est leur manque de confluence dans l'interprétation de ces tracés. C'est pour ça que nous avons choisi de leur mettre à disposition un outil IA qui leur permettrait d'avoir une aide à l'interprétation de ces ECG.
Donc l'objectif est de voir si en mettant cet outil à disposition, on voit le nombre de CG augmenter et voir s'il y a aussi un impact sur le parcours du soin, s'il y a une meilleure prise en charge, une détection plus précoce de ces maladies cardiovasculaires et associées. Donc on est très content d'avoir pu lancer cette expérimentation, en tout cas commencer à la préparer. On prépare le protocole avec le CNP de cardiologie, le Collège de médecine générale, des représentants de patients, mais également des chercheurs qui travaillent à réaliser un protocole robuste statistiquement. On a aussi l'implication de la Haute Autorité de Santé qui aura lieu à 2 niveaux de l'expérimentation. D'une part, en amont de l'expérimentation, elle fera l'évaluation médico-technique des outils candidats. Et ensuite, en aval de l'expérimentation, elle réalisera l'évaluation médico-économique qui nous permettrait d'avoir des retours pour prendre des décisions sur la généralisation de cette expérimentation. Donc, en quelques mots, quel est l'objectif, enfin, comment va se réaliser cette expérimentation? Donc, elle sera déployée dans 2 départements, la Haute-Garonne et le Val-de-Marne. Nous aurons 80 médecins généralistes qui seront inclus pour une période de 12 mois. Ils seront ensuite randomisés, donc partagés en 2 groupes. Un groupe aura uniquement une sensibilisation à la réalisation des ECG par la visite d'un délégué de l'assurance maladie. Le deuxième groupe aura cette même sensibilisation, mais on leur mettra également à disposition l'outil d'IA. L'objectif, c'est de voir si l'IA a un réel apport à la prise en charge ou à la réalisation de ces ECG, de voir si elle a un impact sur le parcours du soin plus global. Et je vous invite à venir à l'atelier dédié donc, cet après-midi pour en savoir plus sur cette expérimentation. Merci. Merci. Donc, premier acteur, l'État, mais on n'est pas en reste au niveau industriel et on aura 2 exemples à 2 échelles différentes. D'abord, une start-up, alors pas pour les maladies cardiovasculaires, mais un autre problème qui, malheureusement, est un fléau à venir, les maladies neurodégénératives. Stanley, est-ce que tu peux présenter l'exemple ? Oui, bien sûr. Donc, chez Carnel, on édite une plateforme de repérage et d'orientation des personnes à risque de développer des maladies d'Alzheimer. Donc on édite un site, docmemo.fr, les personnes arrivent parce qu'elles se plaignent de leur mémoire, ce qui est la question que 20% des plus de 60 ans se posent aujourd'hui. Et on répond à cette question, donc on a des différents types de questionnaires, on a des échelles validées, d'anxiété, dépression, des échelles de gravité de la plainte, des facteurs de risque. On a également à venir des tests de la mémoire. Disons qu'on a tout un parcours utilisateur dans lequel on collecte un certain nombre de données. Et ensuite, évidemment, on a un traitement algorithmique de ces données. Donc, on a différents types d'algorithmes qui permettent d'établir des profils de risque des patients. Et à la fin, on oriente, on rassure ceux qui ont besoin d'être rassurés. On oriente vers des médecins partenaires ceux qui ont besoin d'un approfondissement du parcours. L'objectif pour nous, pour le patient, il est clair. Il est de réduire l'errance diagnostique. Donc, il est de repérer beaucoup plus tôt, idéalement dès les premiers signes et les premiers symptômes, alors qu'il y a en général 3 à 5 ans entre les premiers symptômes et le diagnostic. Ce qui représente une perte de chance en fait, pour le patient et les familles. D'abord parce qu'on sait qu'un repérage tardif est délétère pour la progression de la maladie, contrairement à une idée reçue. Et deuxièmement, de nouveaux médicaments, des immunothérapies innovantes arrivent sur le marché. Elles sont depuis 3 ans approuvées aux États-Unis. L'IMA va vraisemblablement donner son accord dans les toutes prochaines semaines pour l'Europe. Ce sont des traitements effectivement de prévention secondaire, c'est-à-dire que la maladie est là, les symptômes sont encore peu handicapants, et donc ces thérapies vont avoir pour objectif de retarder l'aggravation des symptômes. Donc notre objectif, c'est effectivement de pouvoir repérer tôt, prendre en charge tôt, pour pouvoir traiter beaucoup plus tôt. L'objectif aussi, deuxièmement, il est de pouvoir faciliter la participation des patients à la recherche. Ces premiers médicaments sont qu'une première ligne thérapeutique. Je pense qu'on est dans ces aires thérapeutiques comme on était dans le cancer il y a 20 ans. Donc on a des petits principes actifs qui permettent de gagner quelques mois de qualité de vie, puis arrivent des deuxième, troisième lignes de traitement qui sont en développement aujourd'hui, et donc ils vont fournir un arsenal thérapeutique beaucoup plus important, et donc il va nécessiter un réengagement massif de l'effort de recherche, et donc il est crucial aussi de pouvoir réconcilier recherche et soins, et donc notre plateforme vise également à cela. Merci. Alors on passe à l'échelle internationale, puisque GE Healthcare est un groupe international. Henri, comment GE s'engage dans tous ces aspects ? Merci. Vous m'avez demandé en particulier de chercher un certain nombre d'exemples. Alors je trouve que ça fait 25 ans que je fais l'imagerie, et que l'imagerie, c'est un des premiers domaines qui a été numérisé en santé. Et du coup, on a beaucoup de données, et ça fait
plus de 25 ans qu'il y a des projets, enfin des réalisations en termes d'IA. Alors, ce n'est pas forcément de l'IA générative, on va revenir, mais il y a beaucoup d'exemples d'IA. En prévention, lors de la mise en place des programmes de dépistage du cancer du sein, par exemple, très tôt aux États-Unis, on a vu se mettre en place des outils d'assistance pour les radiologues, pour les rassurer sur le fait qu'ils ne rataient pas des cancers. Et ce que je trouve intéressant dans cet exemple-là, aux États-Unis, c'est que très rapidement, il y a eu un modèle économique qui s'est mis en place. Je ne dis pas qu'il est parfait, d'accord ? Il y a beaucoup de discussions autour de ces modèles économiques, mais il y a eu un modèle économique pour soutenir les entreprises qui travaillaient sur ces sur ces aides à la détection. Ça, c'est le premier exemple. Le deuxième exemple que je voudrais donner, là, c'est beaucoup plus récent, c'est comment est-ce que l'IA et les méthodes, je dirais, d'apprentissage permettent d'accélérer, de réduire les temps d'examen. En fait, on met mieux à profit les données qu'on sait collecter pour produire des images de meilleure qualité. Donc, on a développé ça récemment, notamment en IRM. C'est une technologie qui s'appelle Recon DL, qui permet, sur la base d'inférences et de modèles assez bien bornés, qui repose sur des données de synthèse au départ. Il y a eu tout un travail sur les apprentissages pour entraîner des modèles, pour vraiment multiplier les performances des systèmes de façon très spectaculaire. Et c'est très apprécié des médecins parce qu'on arrive à réduire les temps d'examen et donc à améliorer l'accès de certains patients à de l'imagerie. Des patients qui auparavant ne pouvaient pas passer un examen d'IRM, maintenant on arrive à faire ces examens-là. Donc il y a un enjeu d'accès et un enjeu d'accélération des examens, donc avec un modèle économique derrière où les médecins passent plus de patients par journée et ça suffit à vendre ce genre de solution. Un troisième exemple sur lequel j'aimerais souligner, là on va être plus proche de l'IA générative dans son application. Là, c'est un projet de recherche qui est mené par l'hôpital Saint-Louis, qui est tiré par l'hôpital Saint-Louis, le professeur Elie Azoulay, c'est le RHU FAME, où là, on va chercher à produire de l'information pour aider les familles des patients qui sont en soins intensifs. Donc, on est dans un domaine où la donnée elle-même va être le médicament. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de syndromes de stress post-traumatique dans les familles de ces patients qui sont dans un état grave et on va apporter de l'information. Donc, il y a plein d'enjeux éthiques et tout. C'est pour ça que c'est de la recherche. Ce n'est pas des choses faciles et on ne sait pas où ça va. On prend des risques, mais c'est un exemple qui me paraît assez frappant de possibilités d'utilisation, notamment des large language models, les LLM, qui ont plein de défauts, mais qui peuvent apporter un certain nombre de solutions. Merci. Alors, ce qu'on voit, c'est quand même que les choses avancent vite, à nouveau, comme dans la table ronde précédente. On n'est pas en train de parler de ce qui se passera dans 10 ans, on est en train de parler de ce qui se passe actuellement, de choses qui sont déjà opérationnelles. Il y a malgré tout des challenges encore à adresser. À votre avis, quels sont finalement les atouts de la France, de l'Europe, avec une vision peut-être internationale de deux d'entre vous, nationale et puis côté entrepreneuriat, start-up. Et puis, quels sont les challenges à venir pour chacune de vos entités ? Je vous laisse prendre la parole. Je me lance. Dans les atouts, je pense qu'on l'a vu au sommet de l'IA. Une très grande quand même dynamique. Beaucoup de start-up aujourd'hui en fait qui agissent sur ces sujets d'IA. D'ailleurs, le secteur de la santé a été mis en avant, peut-être pas suffisamment pour certains, mais a été quand même bien mis en avant. Donc, une vraie dynamique d'écosystème, de start-up, de compétences. On s'est formé aujourd'hui des ingénieurs, des talents en fait spécialisés en intelligence artificielle. Maintenant, on voit émerger des moyens. Alors, qui ne sont pas totalement récents, puisque ça fait maintenant depuis 2018, avec le rapport Villani, qu'il y a des moyens qui sont engagés en France. Alors évidemment, quand on les compare aux États-Unis et en Chine, on n'est pas sur les mêmes ordres de grandeur, mais si l'Europe s'unit en fait dans ses moyens, elle est capable de jouer en fait dans la même cour, sur l'échiquier international. Donc ça, c'est le challenge. C'est comment on arrive à créer un marché européen au-delà de la réglementation, un marché aussi qui est capable de
s'unifier en fait sur ces moyens. Donc ça, je crois qu'on sait le faire. On l'a montré avec la crise du Covid, qu'on savait jouer collectif au niveau européen. Dans les autres challenges, il y a les données. Aujourd'hui, en fait, il faut que la donnée elle soit accessible pour pouvoir faire de l'intelligence artificielle, notamment générative, avec des grands modèles de données. On a besoin de jeux de données importants. Donc ça, il faut le faire. D'ailleurs, l'Europe s'est attachée à ce sujet puisqu'ils ont lancé les data space et que le premier data space qui est adressé, c'est celui de la santé, en fait. Je crois qu'il sera opérationnel d'ici 2 ans. Donc ça, c'est un élément important, en fait, sur la circulation de la donnée, être en capacité d'avoir des jeux de données. Aussi sur des sujets, l'approche, on en a parlé tout à l'heure, sur l'éthique. Vous en avez parlé un instant, en fait, sur l'éthique, c'est hyper important. Et je crois que l'Europe aussi a un atout, c'est qu'on a une vision aujourd'hui responsable du numérique, ce qui n'est pas forcément le cas, en fait, quand on le voit, en fait, la situation géopolitique actuelle montre, en fait, qu'il y a une carte à jouer pour l'Europe sur cette dimension responsable, sur ces enjeux aussi environnementaux, l'empreinte environnementale. Et puis, les compétences. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des spécialistes en intelligence artificielle, mais comment faire pour que demain, ici, dans cette salle, tout le monde puisse se saisir en fait, de l'intelligence artificielle, puisse l'adopter et puisse être augmenté, puisque c'est bien le sujet, c'est pas être remplacé, mais être augmenté par l'intelligence artificielle. Et puis le dernier point, c'est le jeu collectif, j'en ai parlé. C'est majeur en fait qu'on sache jouer tous ensemble et qu'il n'y ait pas une scission entre les industriels de la santé et puis les acteurs du soin historique. Voilà. Peut-être rebondir sur le côté plutôt national sur les données qu'on a dans le SNDS. Donc on récolte toutes les données de soins, enfin de consommation de soins dans le système national des données de santé, qui est la base nationale donc gérée par l'assurance maladie notamment. Actuellement, on n'utilise pas d'IA encore dans cette base nationale, mais avec la stratégie d'utilisation secondaire des données de santé, donc qui sera publiée courant du mois d'avril, donc qui a été construite avec le ministère de la Santé et d'accès aux soins et la plateforme des données de santé ou le Health Data Hub. Nous avons toute une stratégie donc, qui sera de développer, d'entraîner, de valider, mais aussi d'évaluer ces systèmes d'IA et de créer du coup des algorithmes sur des bases de données fiables et qualitatives. Donc on a une réelle mine d'or dans ce SNDS qui permet aussi d'alimenter mon espace santé. Donc, comme vous le savez tous, c'est notre carnet de santé numérique qui permet aussi de pousser des actions de prévention. Donc, à terme, peut-être qu'on pourra aussi mettre de l'IA dans ces actions pour avoir des actions de prévention plus personnalisées, plus ciblées, mais tout en gardant en tête, comme on l'a déjà évoqué, les enjeux de souveraineté, notamment réglementaire, politique, toujours être en conformité avec les réglementations, qu'elles soient européennes ou nationales, avec la CNIL ensuite. Aussi avoir un enjeu sur la protection des données, collecter des données dans des hébergeurs de données de santé certifiés. Enfin, il y a un réel enjeu éthique aussi de réutilisation de ces données, qu'elles ne soient pas exploitées par d'autres États qui seraient peut-être malveillants par rapport à ces données de santé. Voilà. Merci. Atout, défi, challenge? Alors, du point de vue industriel, le challenge numéro 1, et devant largement tous les autres, c'est le modèle économique. La prévention n'a pas de modèle économique, et ce n'est pas spécialement à l'Europe, c'est vrai partout. Personne ne paye aujourd'hui pour ne pas tomber malade. On a un système de soins qui n'est pas un système de santé. Donc les acteurs du système de soins sont payés pour soigner les gens, ne sont pas payés pour les garder en bonne santé. C'est aussi bête que ça. Qui aurait intérêt à maintenir une population en bonne santé? Il y a 2 acteurs, il y a les États et les assureurs. Les États, parce que dans leur mission, avoir une population en bonne santé, mais en produit plus, et sans être cynique, ça reste quand même une des missions prioritaires de l'État. Mais c'est très long. Les résultats sont démontrés sur des périodes de temps qui vont largement au-delà des mandats électoraux, donc en réalité, il y a peu d'action qui est faite sur la prévention. Il y a un des gouvernements précédents a fait les fameuses consultations de prévention à différents âges de la vie. Donc vous répondez à 14 questions. C'est bien, c'est un premier pas, ça fait changer peut-être un peu les mentalités, mais d'un point de vue économique, ça ne va pas changer grand-chose, ni dans le système d'organisation du système de soins. Et les assureurs auraient un intérêt parce qu'ils diminuent la sinistralité. Moins leurs assurés sont malades, meilleures sont leurs marges. Mais en réalité, dans un milieu compétitif, aujourd'hui, ils se battent pour garder leurs assurés bien plus que pour les garder en bonne santé. Donc tout ça mis bout à bout fait qu'effectivement, quand on a des innovations de prévention,
Aujourd'hui, je connais aucune industrie qui réellement monétise une action de prévention. Donc nous, à notre toute petite échelle, aujourd'hui, on rend un service à des patients, d'accord, on réduit leur errance diagnostique, on leur permet de s'orienter dans le système de soins. Aucun bénéfice nous pouvons en retirer de cela. Nous rendons service aux médecins, parce que les médecins ne savent pas bien prendre en charge la plainte de mémoire. On leur permet de faire des consultations protocolisées qui vont beaucoup plus rapidement. D'ailleurs, eux sont mieux rémunérés du coup pour le faire, mais nous, on récupère quasiment rien dessus. La seule façon dont aujourd'hui notre société fonctionne intégralement par la recherche, là où il y a un modèle économique. Donc là, effectivement, nous, adresser des patients à des essais cliniques, ça c'est quelque chose qui peut se monétiser. Et toute la croissance de l'entreprise, toute la valeur qu'on crée pour le système de soins, pour les patients et les médecins, aujourd'hui est entièrement financée par les industries. Donc c'est intéressant de voir effectivement la façon dont finalement l'industrie, dont ce n'est pas la vocation première, finit par payer pour une réforme du système de soins. Alors, je vais quand même mettre un tout petit bémol parce que l'Agence de l'innovation en santé a lancé un appel dont la première relève a eu lieu en décembre, la seconde aura lieu a priori au mois de juin, sur justement des dispositifs de prévention incluant des innovations numériques essentiellement ou des innovations organisationnelles. Donc, l'État commence à prendre conscience du besoin. Espérons que l'enveloppe ne soit pas diminuée au regard de la situation actuelle, mais on espère quand même qu'il y aura certains modèles économiques qui vont émerger avec des partenaires qui seraient des reconversions professionnelles. Je pense par exemple à l'exemple de La Poste aux Santé Autonomie qui cherche à faire évoluer la profession de facteur, que les facteurs ne soient plus simplement délivrant des lettres, mais pouvant détecter des personnes isolées, à risque, etc. etc. Donc j'espère que cet appel aura une longue vie devant lui, si quelqu'un m'entend de l'État. Henri ? Je vais rebondir un instant sur cet enjeu du modèle économique. Il est partagé par les grandes entreprises aussi. J'étais assez épaté par les astuces ou les solutions trouvées par certaines des entreprises qui sont ici, là, à l'entrée, qui travaillent en prévention, qui ont trouvé des modèles économiques un peu émergents, qui ne sont pas centrés sur la santé. Je pense qu'il y a un certain nombre de points avec lesquels il va falloir se mettre à travailler. C'est que on ne travaille plus avec des patients là, sur la prévention, on va travailler aussi avec des citoyens. Et donc aujourd'hui, notre système de santé et notre contrat social, en fait, il est de la mutualiser ses frais sur l'ensemble de la population, bien portante comme malade. Est-ce que ce modèle-là est soutenable dans un modèle de prévention? Il y a peut-être des choses à réfléchir et des mots à trouver pour réexprimer ce qu'on veut. C'est pas du tout évident, et je pense que les difficultés auxquelles vous faites face, et nous aussi, c'est des difficultés profondes du contrat social. Une difficulté qui n'a pas encore été mentionnée ici, toutefois, c'est la fragmentation. La fragmentation des systèmes d'évaluation, des systèmes de remboursement. On a parlé de l'échelle française, il y a l'échelle européenne. Chaque pays a ses règles différentes. Tout à l'heure, lors de la table ronde sur les méthodologies cliniques impliquant de l'IA générative, on a bien vu qu'on avait plein d'interlocuteurs, qu'ils n'avaient pas tous les mêmes grilles de lecture. Donc cette fragmentation-là, vous avez souligné le besoin de se réunir. Oui, il va falloir travailler sur des méthodes qui soient reconnues à tous les échelons, sinon ça va être très difficile, on va continuer à pédaler dans la semoule. Ce qui est paradoxal, c'est que cette fragmentation, elle est combinée avec une sorte de centralisme qui fait qu'on peut pas expérimenter. Ça s'améliore, on a des nouvelles choses, on peut commencer à expérimenter, mais il y a quand même une sorte de centralisme où on ne peut rien faire à l'échelle locale pour expérimenter. Mais ça, c'est vrai qu'on sent qu'il y a quand même un déclic et des choses qui évoluent, et c'est des modèles collaboratifs dans lesquels nous, on est vraiment intéressés de travailler, d'aller commencer à explorer des solutions. Dans les aspects, dans les atouts de la France, puisque c'était la question, vous avez, je pense, on ne l'a pas dit, mais il faut quand même le souligner, une excellence académique, je dirais la recherche théorique de premier plan dans le pays. Peut-être qu'il y a un travail à faire sur notre capacité à faire de la recherche appliquée.
aller chercher plus de cas pratiques, notamment, bon, on voit ce qui se passe aux États-Unis, on ne sait pas si c'est une bulle ou pas, je ne dirais pas que c'est le modèle à suivre, mais il y a quand même une capacité à mettre en œuvre qui est pas très présente ici. Et bon, à l'heure où l'Europe cherche son prochain plan de financement de la recherche, il y a peut-être des choses à envisager en santé ou autour de la santé sur des technologies émergentes, les modèles fondationnels qui pourraient être mutualisés, pour lesquels il faudrait aller peut-être chercher des modèles collaboratifs innovants. Voilà un petit peu je pense qu'on a souligné la partie vision souveraine, on a souligné l'aspect mon espace santé, enfin la structuration de la donnée de santé, la numérisation de la donnée de santé, c'est extrêmement important. Peut-être qu'il y a un enjeu dans la fragmentation, j'ai oublié de le mentionner, mais il y a la langue. Les enjeux de langue, et vous avez parlé de la feuille de route tout à l'heure. La feuille de route, si j'ai bonne mémoire, elle est écrite en français. Et moi, quand j'en parle, mon job, c'est de vendre la recherche française dans ma boîte. C'est ça que je fais. Quand j'ai la feuille de route, je suis incapable d'en faire quelque chose en interne, alors que je trouve que c'est un super document, quoi. Voilà, donc il y a cet enjeu de fragmentation qui me paraît quand même très, très critique. Alors, ma dernière question surprise en général, c'est donc la prévention. Est-ce que c'est le futur modèle économique ? Dans 10 ans, est-ce que ce sera finalement l'objectif premier de n'importe quel chercheur, entrepreneur que de faire de la prévention ? Est-ce que c'est le métier du chercheur entrepreneur ? Il y a un dernier point qui m'est sorti de l'esprit, mais qui est fondamental et qui répond en fait à cette question, c'est cet enjeu d'éducation. Cet enjeu d'éducation, ce n'est pas forcément le rôle de l'industriel, mais on peut y contribuer. C'est comment on passe du patient au citoyen, mais le patient aussi a un rôle à jouer, et il y a certaines personnes qui disent que c'est le patient qui va sauver le système en étant éduqué. C'est vrai aussi pour le citoyen. Je travaille avec des gens qui font ça dans leur pratique de la médecine, dont c'est le métier d'éduquer les patients, ou en tout cas dont c'est la priorité. Et je trouve ça admirable, parce que c'est pas très reconnu dans les publications, etc. C'est peut-être un des enjeux forts d'avoir cette capacité à reconnaître ce qui est fait à ce niveau-là. Mais ça prend tellement de temps, c'est tellement difficile à évaluer, que probablement il y a tout un pan. Et encore une fois, les startups que j'ai croisées ici travaillent beaucoup sur ça, à travers, je dirais, l'incitation à des changements de comportement, à amener les gens à rentrer dans une logique de santé, plutôt que d'aller travailler sur le soin dans le dur, une fois que la maladie est avancée. En tout cas, je pense que chez Numeum, nous, on a une conviction, c'est que oui, la prévention, en fait, c'est le futur, en fait, du système de santé. On s'intéresse beaucoup à la santé populationnelle, qui s'inscrit dans cette démarche, en fait, de prévention. On n'en a pas beaucoup parlé, en fait. On a beaucoup parlé de l'échelle nationale, européenne, internationale, mais les territoires ont aussi un rôle clé, et notamment dans la santé populationnelle, ça passera aussi par les acteurs des territoires. Donc nous, on est convaincus que la prévention, c'est le futur, avec cette santé augmentée. C'est les deux axes qui vont finalement faire basculer le système actuel dans une nouvelle ère, et qui permettra de résoudre l'équation qui est impossible à résoudre dans laquelle on est aujourd'hui. Oui, moi je crois que sincèrement, en tout cas nous, les industriels que je représente, on est convaincus que la prévention, c'est l'avenir de la santé. Erin, Stanley ? Alors, moi 10 ans, ça me paraît quand même très court. Je suis tout à fait d'accord qu'une des premières bascules qu'on verra, c'est de passer à une médecine qui est beaucoup plus personnalisée. Donc effectivement, grâce notamment à la donnée, effectivement à son traitement algorithmique par l'IA, et va permettre de profiler les risques des patients de manière beaucoup plus fine, d'optimiser les traitements, d'optimiser les prises en charge, probablement les parcours de soins. Donc ça, je suis d'accord avec vous, je pense que c'est la première bascule. On peut espérer qu'elle aura lieu avant 10 ans, parce que je pense que c'est vraiment à notre portée. Et c'est probablement une des premières étapes à franchir avant d'aller vers la prévention. Maintenant, la prévention, comme je l'ai essayé de le dire tout à l'heure, en fait, elle touche vraiment à des fondamentaux culturels et organisationnels qui sont extrêmement profonds. On ne peut pas repenser un système de soins qui est basé, comme je disais, sur l'acte, sur la prescription, un système qui est basé sur la prévention. Une idée complètement utopique. Je pourrais dire, ben voilà, j'ai un âge aujourd'hui, voilà, je suis un homme, j'ai 45 ans, je vis à Paris, je fais tel métier. Bon, ben on peut
dire que je vais avoir une consommation de soins dans l'année 2025 qui doit avoir un certain montant. J'en ai aucune idée moi-même. Et on peut imaginer un système où si j'ai consommé 20 à 30% de moins que ce que j'ai pu, eh bien, je serai récompensé. Et puis à la limite, si j'ai payé plus, je peux être pénalisé. C'est ça, concrètement ce que ça veut dire, payer pour la prévention. Payer pour des comportements vertueux, créer pour essayer de ne pas être malade. Alors j'imagine, hein, même en le disant, ça me choque. C'est-à-dire, culturellement, on voit bien qu'il y a des tas de dérives possibles, les gens vont refuser de se soigner. Enfin, on peut tout de suite imaginer des dérives. Enfin, tout système a sa dérive. Le système actuel conduit à un tas de dérives également. Il y a une surconsommation de soins dans plein d'endroits qui sont totalement inefficaces, y compris pour les patients. Et on le laisse faire et ça nous choque, mais on ne corrige pas vraiment. Donc voilà, c'est vraiment une révolution culturelle qu'il va falloir opérer. La voir à venir dans les 10 ans qui viennent, c'est ambitieux. Et comme dans tout changement, il faut investir d'abord pour récolter le fruit après. Dans la situation actuelle déjà contrainte et les multiples priorités qu'on peut avoir, j'ai des doutes qu'on y arrive en 10 ans, mais j'espère me tromper. L'assurance maladie et plus largement l'État travaille, ou en tout cas commence à réfléchir à ces questions de changer de paradigme, de passer du curatif au préventif. L'expérimentation dont j'ai parlé plus tôt est la première brique qui permettra peut-être de dégager un nouveau modèle économique, de proposer une nouvelle façon de réaliser le soin, de prendre en charge le patient. Et 10 ans, ce sera effectivement peut-être un peu court, mais en tout cas, on y réfléchit et on met en place différentes actions qui nous permettent de réfléchir à d'autres possibilités d'évaluation, de financement, d'aussi embarquer les médecins, et plus largement tous les professionnels de santé, mais aussi les patients, en développant peut-être mon espace santé avec le catalogue des services qui pourra permettre de proposer des applications de prévention. Enfin, on a plusieurs possibilités. Maintenant, il faut avoir le temps d'expérimenter, de voir quelle doctrine on veut appliquer et adopter pour que ce soit le plus pérenne possible aussi. Alors, j'ai fait mieux que la première table ronde. On a 10 minutes pour les questions de la salle. Donc, il doit y avoir un micro aussi qui a été mis à disposition. Qui m'a dit qu'il y avait un micro ? Non, il n'y en a pas. Bon, Albert, je vais prendre le mien. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle pour nos panélistes ? Oui, là. Qui a levé la main ? Bonjour, merci pour toutes ces interventions, c'est très intéressant. Moi, je réagis en tant que citoyenne et malade. La prévention, pour moi, c'est le futur, effectivement aussi, j'en suis convaincue. Mais à l'heure où l'on sait que la médecine, que le modèle de notre système de santé doit évoluer, notamment vers une médecine plus humaine, holistique, participative, personnalisée, et on entend parler beaucoup aujourd'hui de santé intégrative, en fait, depuis plusieurs années. Comment encadrer cet apport de l'IA, comment encadrer, qui apporte de bonnes choses, ça j'en suis convaincue aussi, de façon à ce que justement cet outil reste un outil et ne vienne pas remplacer les médecins et l'humanité des médecins. Alors, c'est la question quand on parle d'IA responsable. Je crois qu'en fait, il faut qu'on envisage cette responsabilité by design, dès la conception en fait, des solutions, et qu'on intègre en fait une grille de lecture qui place l'humain au cœur en fait des solutions qu'on développe. On ne pourra pas, en fait, je dirais, éviter qu'il y aura du numérique, de l'intelligence artificielle. Par contre, notre responsabilité, c'est de placer l'humain au cœur et à chaque fois avoir une grille de lecture qui intégrera les différents paramètres, les aspects, que ce soit accessible à toutes et à tous, que ce soit de confiance, c'est-à-dire qu'on protège aussi nos données en termes de cybersécurité, qu'il y ait une éthique autour de la donnée, que ce que nous faisons soit respectueux de l'empreinte environnementale. Ça, par design, c'est comme ça qu'on doit procéder. C'est un chemin qui est difficile, mais c'est un chemin qui est tout à fait réalisable. Je voudrais quand même mentionner qu'en Europe, alors en France puis en Europe, ça a été transposé, la loi de bioéthique qui garantit que le médecin reste le seul décideur, quel que soit l'outil qu'il a utilisé. Évidemment, on a le stéthoscope qui ne va pas disparaître parce qu'un outil d'électrocardiogramme arrive dans les cabinets de médecins généralistes. Il aura les deux informations et le médecin restera décideur en face du patient
qu'il verra, lui, de manière complètement holistique. Donc on a cette chance d'avoir la loi de bioéthique quand même. Oui, donc ça c'est le cadre un peu réglementaire, un peu institutionnel, mais après il y a aussi des pratiques. Et donc cette peur, effectivement, elle existe, hein, elle est souvent exprimée, mais si on regarde les premiers cas d'usage qui émergent, en réalité, c'est une crainte qui, à mon sens, n'est pas totalement fondée. Par exemple, un des premiers systèmes d'intelligence artificielle aujourd'hui qui est vraiment déployé massivement en médecine, notamment en médecine générale, c'est l'écriture automatique du compte-rendu. Donc on enregistre l'ensemble de la conversation du patient avec son médecin, et cela permet de générer automatiquement un compte-rendu, permet de générer parfois des recommandations de traitement, etc. Dans ce cas d'usage-là, qui est un vrai cas d'usage pour vous, qui existe, je crois au contraire, ce n'est pas une détérioration du lien médecin-patient, mais bien plutôt en fait, une sorte d'amélioration en déchargeant le médecin de beaucoup de charges administratives, d'un temps où il passe devant son écran à remplir et à cliquer sur des boutons. Et quand vous regardez l'état des logiciels métier médecin aujourd'hui, vous vous rendez compte absolument l'enfer qu'ils puissent vivre. Enfin, moi qui viens du monde du numérique, je ne comprends pas comment c'est encore possible en 2025 d'avoir des logiciels qui sont aussi peu ergonomiques. Voilà, nous, à notre petite échelle de nouveau, on protocolise des consultations de la mémoire en médecine générale. On fait tout pour simplifier la vie du médecin. Il a vraiment juste à cliquer au minimum sur quelque chose. Pareil, on lui génère automatiquement tout un ensemble de comptes rendus. Voilà, je crois que les retours sont très bons, et des médecins et des patients. Et je tiens à me préciser, on ne travaille pas avec que des médecins qui sont des super geeks, des accros de la technologie, qui sont toujours prêts à utiliser le dernier gadget. On a des médecins qui sont vraiment des gens extrêmement, je dirais, qui ont les pieds sur terre, qui ont une pratique même assez conservative en réalité de leur métier. Mais quand on arrive à designer des outils qui vraiment rendent service, leur facilitent la vie, leur permettent d'exercer mieux leur métier, bah, ils sont contents et au fond tout le monde y gagne. Donc dans les premiers cas d'usage qu'on voit émerger aujourd'hui, je trouve que cette crainte aujourd'hui, moi, me fait pas vraiment peur. Est-ce qu'il y a une autre question ? Si je peux apporter quelques éléments de réponse, donc en tant qu'industriel, à la question qui a été posée et les remarques qui ont été faites, je pense qu'il y a des enjeux d'éducation mutuelle entre les gens qui créent ces outils et les utilisateurs et les bénéficiaires finaux. C'est très important que chacun comprenne comment sont créés ces outils, à quoi ils servent aussi. Dans les exemples que j'ai cités, j'ai donné des exemples d'outils qui permettent d'aider à la décision, mais qui ne sont pas des outils décisionnels. Des outils qui améliorent les calculs qu'on fait sur les données et qui permettent de sortir des résultats plus impactants. Tout ça, il faut bien comprendre le rôle que ça a dans la chaîne de décision et en quoi le médecin reste maître toujours de la décision avec le patient. On a le médecin est décideur, mais le patient aussi. Donc il y a cet enjeu d'éducation mutuelle qui me paraît assez fondamental. À titre personnel, j'interviens aussi auprès de chercheurs pour leur expliquer comment on passe de l'innovation scientifique au produit médical. C'est tout un chemin, c'est extrêmement long et coûteux, et c'est en particulier destiné à, je dirais, corriger les errements du passé. La recherche clinique est pleine d'horreurs et d'erreurs qui ne sont pas forcément intentionnelles d'ailleurs, et de méthodologies qui sont développées. Donc tout à l'heure, on a parlé des nouvelles méthodologies d'études cliniques lors de la première table ronde. Un des enjeux, c'est de ne pas créer des situations incontrôlables, des situations où on perd le contrôle. C'est compliqué, c'est de la dialectique, ça passe par de la discussion, par des tables rondes comme ça entre autres, mais c'est super intéressant et ça passe par le dialogue. Il y a une chose qui est intéressante qui a été mise en place par la plateforme des données de santé, ce sont les mardis de la donnée, où justement ce sont des webinaires à but complètement ouvert, même il y en a pour des lycéens, pour essayer que très tôt, on soit en capacité de comprendre que l'outil données plus IA va avoir un impact sur leur vie pratique, mais aussi sur leur santé. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai découvert récemment, mais je pense que c'est une bonne façon d'acculturer le plus tôt possible des populations qui sont finalement les populations générales les plus représentatives de ce que seront les patients plus tard. Alors, je crois qu'on a une question et c'est terminé. S'il y en a une. Et s'il n'y en a pas,
Il y en a une, monsieur devant, s'il vous plaît. Vous êtes derrière le pupitre, je ne vous vois pas. Bon, une question pour l'industrie, au fait, qui vient de l'industrie. Comment trouvez-vous équilibrer entre l'innovation et la confidentialité aujourd'hui, avec des lois qui sont différentes d'une région à une autre, d'un pays à un autre, ou parfois, aujourd'hui, on voit, je pense que vous avez... Quel est le problème qu'on peut avoir avec les compagnies qui ont déjà des lois très strictes en interne pour la confidentialité, encryption et toute cette partie-là? Comment trouvez-vous la balance ici entre l'innovation et la confidentialité, et quel est le dialogue avec l'État pour pouvoir avoir plus de flexibilité, pour pouvoir avancer un peu plus rapidement dans l'innovation avec toutes les idées que vous avez ici en France? Alors c'est une question extrêmement importante et critique pour les entreprises, surtout les grosses, parce que je vous rappelle que les sanctions RGPD, c'est 4% du chiffre d'affaires global. Donc quand on est une start-up, on ne risque pas grand-chose, mais quand on est un grand groupe mondial, c'est quand même assez critique. Donc on est extrêmement observant, ça c'est la première chose, et de fait, derrière, en termes d'innovation, ça peut constituer un frein. On a un atout, c'est qu'on est global, donc on voit différentes juridictions et on applique, je dirais, les juridictions locales. Donc ça nous incite, je dirais, à être créatifs, c'est-à-dire là, en l'occurrence, en 2019, on a lancé avec les collègues un projet destiné précisément à préserver je dirais, la confidentialité des données en ne déplaçant plus les données pour faire des apprentissages machines, mais en allant enrichir ces données in situ, c'est-à-dire chez nos partenaires de recherche, sur les entrepôts de données, pour travailler la donnée sans la déplacer. Donc on n'a plus accès à la donnée, on est juste, je dirais, on fournit des outils et on travaille collaborativement à la création de modèles. Donc ça nous a, je dirais qu'on sait faire. C'est pas forcément le plus rapide, d'accord ? Ça crée des contraintes, mais c'est la loi, on s'y conforme et on sait faire. Dans d'autres juridictions, ça va plus vite, il y a d'autres façons de faire, mais de toute façon, au final, ce dont on s'aperçoit, c'est que les demandes du public convergent. C'est-à-dire que les attentes aux US vont devenir les mêmes, sont en train de devenir les mêmes qu'en Europe. En Angleterre, pareil, il y a eu cet épisode où la NHS a dit « venez utiliser nos données », etc. Et puis derrière, bon, ils ont tout fermé. Donc il y a une convergence des attentes des patients et des citoyens. Je pense que nous, on a eu la chance, en fait, je disais en interne, si on sait le faire en France, on saura le faire n'importe où. C'est un dernier mot, tu veux... Oui, juste sur les aspects réglementaires, contrairement à l'idée reçue, les industriels ne sont pas anti-réglementation en soi. L'aéronautique est un domaine hyper réglementé, on construit des avions, on les fait voler. Créer un médicament, c'est une industrie qui est extrêmement réglementée, on crée des médicaments tous les jours, mais cette réglementation elle est stable dans le temps, et c'est ça son principal mérite. C'est qu'aujourd'hui, je suis une biotech, j'invente une nouvelle molécule, j'en ai pour 10 ans, 15 ans de R&D, mais je sais que dans 15 ans, mon cadre réglementaire, il n'aura pas beaucoup bougé, à la marge probablement. Le problème avec les sujets dont on parle ici, d'IA, de data, c'est qu'on cherche à le réguler dès maintenant, alors que les cas d'usage ne sont pas identifiés. Et donc on a des réglementations qui vont être constamment en train d'évoluer. Et ça, par contre, c'est très délétère pour l'industriel. Il a besoin d'avoir une vision. Quand on le régule, on est aussi des citoyens et on comprend la raison de la régulation. Et on est tous pour quand la régulation est sur de bons fondements. Moi, je suis content d'acheter des médicaments et de voler dans des avions qui sont des industries régulées. Mais si la réglementation change tous les 2-3 ans, en fait, on n'arrive pas à suivre. C'est des coûts qui rendent tous nos investissements caducs. Et ça, par contre, c'est vraiment délétère. Un dernier mot en Oui, quelques juste secondes. pour compléter, c'est sûr que les industriels ne sont pas contre la réglementation. D'ailleurs, je pense qu'on aime bien en fait créer des standards pour travailler ensemble. Ce qui est important, c'est qu'on soit dans le jeu en fait à un moment donné de la réglementation, qu'on puisse être partie prenante et qu'on puisse exprimer les enjeux qui sont les nôtres.
Et parfois, c'est cette difficulté, on l'a vu sur l'IA Act, qui réglemente aujourd'hui tout le secteur de l'intelligence artificielle, au-delà de la santé, où on voit en fait que à la base, il y avait une volonté qui était saine, et puis dans la retranscription, on arrive à des choses qui sont compliquées. Donc, c'est une bonne question, ce curseur qu'on doit placer entre la réglementation, la mise en conformité, la confiance et l'innovation. C'est tout le sujet. Et si on travaille en jeu collectif, ça permet en fait de prendre, tous les besoins de toutes les parties prenantes, avec intelligence. Ce sera le mot de la fin, jouer collectif. Merci à nos 4 panélistes, merci à vous. Et je vous laisse la place aux conférenciers suivants.